je m'appelle Feriel Ben Abdallah et donc avec mes collègues Dimitri Goffard et Quentin Limbourg, je vous présenterai donc le pilotage de la culture de pommes de terre de consommation pour le suivi de la végétation et avec quelques exemples concrets menés par le CERA. Et donc, les capteurs optiques donc, vont utiliser le devenir de la lumière qui impacte la feuille. Et donc on a une part importante de la lumière qui sera absorbée par la chlorophylle, une autre partie est émise sous forme de transmittance et une troisième partie sous forme de réflectance. De la part de la lumière absorbée, on a une petite fraction de la lumière qui va rentrer dans le processus photochimique. Une fraction très importante va se dissiper sous forme de chaleur et une plus petite proportion va être émise sous forme de fluorescence chlorophyllienne. Et donc, en fonction des propriétés de la feuille et en lien avec le niveau sanitaire ou nutritionnel de la culture, les proportions des signatures émises vont varier. Concernant les capteurs au sol, nous nous sommes orientés au niveau de nos recherches vers les capteurs qui mesurent l'émission produite par la chlorophylle, qui est la fluorescence. À partir de ces mesures, différents indicateurs peuvent être mesurés. Les indicateurs reliés à la teneur en flavonoïdes des feuilles, des indicateurs reliés à la teneur en chlorophylle ou bien des indicateurs qui combinent la chlorophylle et les flavonoïdes. Et donc, deux types d'outils permettent de mesurer ces indicateurs. Il s'agit du fluorimètre Dualex, qui est un outil à pince, et le fluorimètre multiplex, qui est un outil qui mesure le signal à partir d'une certaine distance très rapprochée du feuillage. Ces capteurs optiques sont étudiés dans le cadre du raisonnement de la fertilisation azotée. Ceci consiste en la détermination de la dose d'azote conseil et l'application d'une dose réduite à la plantation. Ensuite, en cours de saison, on réalise un suivi de la biomasse pour l'évaluation du statut azoté. Et en fonction de ce suivi, on décide d'appliquer ou non la dose complémentaire. Les indicateurs qui sont mesurés par les fluorimètres peuvent être utilisés dans un cadre de suivi du statut azoté de la culture, puisqu'ils possèdent un lien avec le statut azoté. En effet, en cas de déficience en azote, la teneur en chlorophylle va diminuer, alors que la teneur en flavonoïdes des feuilles va augmenter. Pardon, je me suis trompée. Et donc, la méthodologie du travail était de comparer les mesures de fluorescence chlorophyllienne avec les mesures de transmittance ou encore les mesures de réflectance. Le suivi de la biomasse a été réalisé sur 3 années d'expérimentation pour 2 variétés de pommes de terre recevant 6 niveaux de fumure azotée croissante. Et l'objectif était de vérifier si les indicateurs flavonoïdes mesurés par fluorescence chlorophyllène sont intéressants pour l'évaluation du statut azoté de la culture. Et donc, nous sommes intéressés à 4 critères de recherche. Par rapport au premier critère de recherche, qui est la précocité de détection, il en ressort que les indicateurs flavonoïdes permettent une détection assez tôt en saison. Donc, on se situe généralement entre 7 et 25 jours après émergence, et cette détection est plus rapide que les mesures de réflectance ou de transmittance liées à la teneur en chlorophylle. Par rapport aux critères de sensibilité, nous avons montré que la prise en considération des indicateurs flavonoïdes présente une meilleure sensibilité que les indicateurs chlorophylle, et particulièrement en couplant les indicateurs chlorophylle et flavonoïdes. Par rapport au troisième critère, qui est la justesse, nous avons montré que les indicateurs flavonoïdes seuls ou combinés à la chlorophylle présentent une bonne justesse de mesure, soit sur base des corrélations établies avec la teneur en azote de la plante entière, ou bien les corrélations établies sur avec la teneur en azote de la biomasse aérienne, ou bien le dernier indicateur du statut azoté, qui est l'indice de nutrition azotée. La limitation de l'utilisation de ces indicateurs et le manque de spécificité. Nous avons observé une influence de la variété, des dates de mesure, de l'année d'expérimentation sur les mesures des différents indicateurs, une piste qui pourrait être envisagée pour éliminer et aplanir l'influence des autres facteurs et de travailler
en valeur relative plutôt qu'en valeur absolue. Donc j'arrive maintenant aux perspectives qui portent toujours sur les travaux de la fluorescence, et donc il serait intéressant, en vue de la précocité de détection de cette signature, de voir si ces mesures de fluorescence pourraient être envisagées pour l'évaluation de l'état sanitaire de la plante. Deux projets en cours de recherche sont orientés vers cette thématique, le projet Bitfen sur betterave sucrière et le projet FIRST sur pommes de terre. Une autre perspective est l'étude des potentialités des mesures de la fluorescence chlorophyllienne acquises au sol, couplées aux mesures de réflectance embarquées. Ceci permettra de prendre en compte la variabilité intraparcellaire, qui n'est pas renseignée avec les capteurs manuels, et également d'avoir une information combinée et complémentaire sur les indicateurs physiologiques et les indicateurs de la végétation. Donc je passe maintenant la parole à mon collègue. Alors, il vous reste 5 minutes. Il vous reste 5 minutes pour vous trois. Ça va être très court. Ok, ça va. Donc moi, Quentin Lingou, donc je travaille également au centre de recherche agronomique de Jean Blou, et je vais vous présenter un projet qu'on avait qui s'appelait DEFAPOT, et donc qui était l'utilisation d'images spectrales pour déterminer la quantité de défanant lors du dépannage de pommes de terre de consommation. Donc le but était vraiment tout le monde sait que dans un champ, on est en phase de sénescence lors du dépannage et que les plantes peuvent être, on va dire, détruites déjà en partie, et qu'il y a une très grosse hétérogénéité dans un champ, et que donc c'était l'utilisation d'images pour déterminer quelles sont les zones qui étaient les plus en sénescence et apporter moins de quantité de défanants. Donc le but est d'utiliser des images multispectrales et pour réaliser des cartes d'hétérogénéité d'indices de la végétation qui sont souvent le NDVI. Voilà, ici on n'est pas là pour parler de savoir si le NDVI est mieux ou pas que d'autres indicateurs, mais en tout cas on peut utiliser, on utilise toujours le même capteur, mais on peut utiliser différents vecteurs tels que le tracteur, le drone ou le satellite. Alors, une des phases les plus importantes, c'est pas d'avoir des cartes d'indices de végétation, ça je pense que maintenant c'est acquis et on sait les avoir sous toute cette forme, mais c'est vraiment l'algorithme qui permet de transformer l'indice de végétation en dose de défanant. Et donc là, pour ces travaux-là, ce sont des travaux qui ont été développés par M. Kampenard de l'université de Wageningen. Donc voilà les différents capteurs, hein, vous voyez les capteurs embarqués, que ce soit Yara ou Trimble, les drones ou les satellites. Alors, une très brève comparaison pour montrer quels sont, en fait, il n'y a pas vraiment de capteurs mieux qu'un autre, ce sont vraiment en fonction des différentes conditions d'utilisation qui font que l'un est mieux que l'autre. Les satellites sont très bien parce qu'on peut couvrir énormément de couverture avec très peu d'images. La Wallonie est couverte en 2 images, mais le gros problème est la couverture nuageuse. Et dans les différents travaux qu'on a menés, on a vu par exemple le mois d'août ou mois de septembre, malgré qu'il y a 20 images disponibles, 2 sont utilisables à cause des nuages. Le drone, le gros problème du drone, c'est la sensibilité au vent et aussi les endroits de survol. Malheureusement, en région wallonne, on est couvert par beaucoup d'aéroports et donc ça veut dire beaucoup de zones de restriction et très peu de zones de vol. Donc ça rend les agriculteurs très différents les uns face aux autres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le M-Centaur et les tracteurs, enfin les capteurs embarqués sur tracteurs ont la chance d'avoir leur propre console et donc une facilité d'utilisation pour l'utilisateur. C'est un peu comme il fait tous les jours avec son RTK. Mais par contre, pour les drones et les satellites, c'est un traitement d'image qui demande quand même des spécifications d'utilisation, voilà, et donc tout le monde n'est pas capable d'utiliser un drone ou des images satellitaires, et donc ça rend les choses un peu complexes. Alors autre chose, ici ça montre la couverture de végétation par les différents capteurs. Donc on voit en haut à droite une carte d'un drone, et donc on voit typiquement que on couvre toute la surface de la Terre. Le pareil pour les images satellitaires, en bas, on voit qu'on a une moyenne sur un pixel de 10 mètres sur 10 mètres, on a toute la Terre. Et par contre, pour les capteurs embarqués, on voit clairement qu'on ne scanne pas toute la surface du sol, mais uniquement certaines parties de la végétation. Et ici, on est en 24 mètres, donc ça va encore, mais lorsque on a de plus en plus des largeurs de travail de 48 mètres, ça commence à faire très peu d'informations collectées sur une largeur de pulvérisation.
Nous avons voulu comparer les différents capteurs entre eux, et donc on a été très surpris parce que vous voyez que, mis à part le drone et le satellite, qui ont une corrélation assez importante, le reste sont très peu corrélés. Donc ce n'est pas pour remettre en question l'un ou l'autre capteur, mais ça met en évidence le fait que pour les capteurs embarqués, on a bien vu que la surface analysée est très faible par rapport aux deux autres. Et alors il y a aussi un problème de position. Par exemple, le Kenseeker a une très faible largeur d'analyse. Et en plus, si jamais on ne se trouve pas typiquement au-dessus de la butte, mais un peu décalé, on va plutôt analyser de la Terre que du feuillage. Et donc, c'est normal que nous n'avons pas une bonne corrélation entre les différents capteurs. Je terminerai par dire comment nous avons fait les cartes de modulation, parce que c'est aussi très important. Donc nous, comme vous voyez à gauche, on a une image d'un drone, et nous avons pris des pixels de 24 mètres sur 24, dans lequel on est venu faire la moyenne de toutes les valeurs pour faire ensuite une carte d'application pour le pulvérisateur. Alors pourquoi des pixels de 24 sur 24? C'est que, de un, les pulvérisateurs ne sont capables de moduler que sur une largeur de pulvérisation, donc de la largeur de 24 mètres. Et pourquoi une longueur de 24 mètres? C'est parce qu'il ne faut pas croire qu'un pulvérisateur qui reçoit une dose différente va pouvoir changer toutes les secondes. Il y a une stabilisation, comme on voit ici, qui peut être importante, qui peut varier de 3 à 12 secondes, mais même si c'est que 2 secondes, si vous faites ça pour aller kilomètres-heure, vous arrivez très vite à des longueurs qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres. Et donc c'est pour ça que nous prenons le pli de faire des cartes de modulation telles que celle-là et ne pas essayer d'être beaucoup plus précis. Or cela, comme vous le voyez sur la carte de gauche, peut poser problème parce que dans certains pixels, surtout les pixels plus hauts, la deuxième rangée, vous voyez qu'on peut très vite, dans un même pixel, avoir le maximum et le minimum. Et donc ça veut dire qu'on va appliquer une moyenne qui, entre guillemets, n'est la bonne dose pour aucun point de pixel, puisque d'une part, vous auriez besoin du maximum ou du minimum, donc vous en mettez trop ou pas assez. Donc juste en terminant pour les résultats, donc comme vous voyez là, les résultats sont de diminution ou d'économie de produits en volume peuvent varier très fortement d'une année à l'autre et surtout d'une terre à l'autre. Donc on passe de 60% à une dizaine de pourcents. Donc on continue nos travaux pour voir comment on pourrait améliorer ces diminutions, surtout que si on transforme cela en économie, en euros hectares, cela ne représente pas beaucoup parce que les prix des produits sont très faibles et donc ça ne couvre pas forcément le prix d'un survol de drone ou d'une image satellitaire. Donc voilà, on va vite terminer par Dimitri, il y a 2 slides à présenter. Oui, il vous reste 1 minute. Oui. 1 minute, s'il vous plaît. Ok, ça va. Merci. Je vais être très bref. J'ai vraiment juste quelques slides pour vous parler un petit peu des satellites, de ce qu'on fait ici au SFERA avec les satellites. Simplement, ici, quelques informations sur Sentinel-2, qui est un satellite auquel je suis beaucoup intéressé, parce qu'il est très intéressant pour le suivi de la biomasse, qui peut servir pour la fertilisation azotée, mais aussi pour du suivi phytosanitaire finalement. Ce qui est très intéressant avec ces images, c'est que la donnée est fournie gratuitement. On a une image tous les 5 jours, au même endroit, avec 10 mètres de résolution à 20 mètres en fonction des bandes. Donc, dans la même lignée que ce que Ferrier vous a présenté, ici, on passe à une autre échelle simplement, à l'échelle de la parcelle avec une résolution plus grossière, mais c'est toujours dans le cadre de la fertilisation azotée. On a essayé d'estimer d'évaluer le statut azoteux en cours de saison en regardant la biomasse et la teneur en azote, mais ici en situation réelle, donc dans les parcelles d'agriculteurs, en binge et en spontane. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en situation réelle, on se trouve souvent dans des valeurs qui sont nettement au-dessus des valeurs critiques, et donc on a une concentration d'azote qui est amplement suffisante pour avoir un rendement optimum. Et alors, voilà, au niveau des résultats, on a obtenu, premier résultat et réflexion sur le travail ici, on a obtenu des assez bonnes relations en combinant différents indices, mais surtout en introduisant nécessairement en fait, les degrés jour à partir de la date de plantation qui sont essentiels pour bien estimer la biomasse en particulier. Et l'effet variété était non marqué dans nos résultats. Pour terminer là-dessus, je vais simplement dire que à mon sens, le potentiel principal de Sentinel-2 pour faire du suivi phyto,
c'est vraiment le suivi temporel de la biomasse et donc la détection des changements finalement pour détecter une anomalie. Donc on ne va pas savoir déterminer d'où provient l'anomalie directement, mais ça permet au moins de détecter des anomalies dans la biomasse et ensuite pourquoi pas cibler sur base d'images satellites l'application de produits phyto pour contrer les ravageurs ou les maladies. Voilà.